Avant de vous laisser à Yorick de Montbine sur cette thématique, 150 millions d'utilisateurs crypto, qu'est-ce qui pousse à adopter Bitcoin? Je vous remets un petit peu de contexte. Cet échange a eu lieu en physique dans le cadre de l'événement Surfing Bitcoin à Biarritz fin août dernier. Et durant cet échange, j'ai omis de vous présenter Yorick de Montbine, ce que je vais rectifier tout de suite. Yorick est un haut fonctionnaire et conseiller à la Cour des comptes, ancien conseiller ministériel de François Fillon. Il est passionné par la théorie économique de Bitcoin et c'est comme ça qu'il est tombé dedans. Et il est aujourd'hui un de ces vulgarisateurs français les plus connus. On l'a reçu l'année dernière chez Cryptost pour discuter de toute la théorie économique et de tout ce qu'avait accompli Bitcoin jusque-là, et on le reçoit donc un an plus tard, en août 2021, pour faire le point sur cette année de folie dans laquelle il s'est passé énormément de choses et sur beaucoup de points, et c'est donc la thématique de cet échange. Maintenant que vous avez le contexte en tête, bonne écoute. Salut Yorick. Salut Valentin. Merci de nous rejoindre ici à Surfing Bitcoin. C'est un plaisir de revenir sur Cryptost. Un an après, presque un an après, on avait discuté l'année dernière effectivement de où est-ce qu'on en est avec Bitcoin sur les quelques années qui s'étaient écoulées parce qu'on ne s'était pas vu depuis la création de Bitcoin. Là, on s'est vu l'année dernière, donc on a déjà un peu un petit récap. Mais finalement, l'année qui vient de s'écouler, il s'est passé quand même pas mal de choses pour la démocratisation de Bitcoin. Ah oui, ça a été une année bien remplie, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre le bull run, le Salvador, et on va en parler de tout ça effectivement. Je voulais discuter avec toi aujourd'hui de cette démocratisation de Bitcoin. Il y a quelques chiffres qui tournent sur les réseaux ou ailleurs du nombre de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Alors ça varie souvent entre 150 millions plus ou moins de personnes qui détiennent des crypto-monnaies, mais c'est un chiffre qui augmente heureusement chaque année pour différentes raisons. Et je voulais aborder un petit peu avec toi qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a 150 millions et qu'est-ce qui pourrait faire demain qu'il y en ait des milliards dans la continuité et cette augmentation-là chaque année. Et peut-être effectivement la première thématique, la première source de nouveaux users, c'est ce qui vient de nous arriver il y a quelques mois, ce qui a propulsé le Bitcoin de 15 000 en fin d'année, 15-20 000 à presque plus de 65 il y a quelques mois. C'est peut-être le bull run. Est-ce que pour toi, le bull run est un moyen périn de ramener des utilisateurs sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, ou est-ce que c'est des gens qui derrière repartent dans tous les cas? Chaque bull run, à mon avis, a un effet positif parce qu'à chaque fois, ça déclenche une sorte de sidération chez les observateurs, les politiciens, les banquiers, les journalistes qui annonçaient la mort de Bitcoin régulièrement et qui se frottent les mains quand ils voient le cours s'effondrer et qui n'en croient pas leurs yeux quand le cours redécolle pour atteindre de nouveaux sommets. Ça déclenche donc une sorte de stupeur qui attire des gens, qui finalement convainc des gens de s'intéresser à nouveau à quelque chose qu'ils avaient un peu méprisé ou délaissé. Et puis ensuite, évidemment, il y a des gens qui deviennent trop confiants, et qui achètent trop au mauvais moment et qui subissent une cruelle désillusion quand le cours retombe. Mais malgré tout, l'effet net est positif entre les gens qui sont déçus et les gens qui, au contraire, reviennent à Bitcoin à chaque bull run, à mon avis. Donc effectivement, l'adoption se développe en nombre de personnes. Et d'ailleurs, Elizabeth Stark, la patronne de Lightning Labs, une des boîtes qui développe le Lightning Network, parle de « number of people go up ». Par opposition à Number Go Up, qui est un peu le leitmotiv pour se féliciter du fait que le cours du Bitcoin augmente. Elle a dit, c'est le nombre de personnes qui augmente qui est vraiment le critère clé. Plus de gens l'utilisent, évidemment, et plus on a intérêt à l'utiliser, et plus son usage se répand. Et puis il y a aussi les catégories de personnes qui en détiennent. Il y a quand même de plus en plus de milliardaires qui en ont, d'entreprises, peut-être de politiciens aussi. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un changement, on l'a vu avec Tesla aussi, c'est vrai que c'était un des catalyseurs de ce bull run là, ou en tout cas du plafond de verre que ça avait brisé à l'époque, et c'est plus effectivement le petit nerd dans sa chambre qui en détient quelques-uns et qui travaille dessus. Et dans cette évolution justement et ce changement de fonctionnalité, il y a aussi, et c'est toute la thématique que tu vas faire à Surfing Bitcoin tout à l'heure, le côté Lightning Network, qui permet d'avoir, tu vas l'expliquer un peu mieux que moi, des transactions plus rapides et beaucoup moins chères, et qui donnera une nouvelle dimension, qui donne déjà, même s'il manque un peu de liquidité peut-être, et les coups de projecteur qu'on met depuis des mois vont peut-être porter leurs fruits dans les prochaines années, les prochains mois, mais le Lightning Network peut permettre à Bitcoin de passer à une vitesse supérieure en termes de transactions et donc d'utilité, et sortir de fameux, oui mais à cette transaction par seconde, on ne peut rien faire avec, quoi.
Oui, le Lightning Network, c'est vraiment un progrès impressionnant qui a suscité beaucoup de scepticisme au début dans la communauté Bitcoin. Il a été théorisé en 2015-2016, testé et ensuite mis en œuvre clairement sur le mainnet à partir de 2018. Il fonctionne très bien depuis 2018. Et il a encore quand même de sérieux défis et handicaps à surmonter. C'est pas du tout terminé, mais il facilite quand même énormément de choses. Comme tu l'as dit, il rend les transactions plus rapides, moins coûteuses en frais de transaction, ce qui change complètement la donne, effectivement, vis-à-vis de tous les gens qui critiquaient Bitcoin pour sa lourdeur, son coût, sa dépense énergétique, puisque le Lightning Network n'entraîne pas de dépenses énergétiques additionnelles, puisque les transactions ne sont pas publiées et minées, ou en tout cas, très peu d'entre elles le sont. Et par ailleurs, le Lightning Network est aussi une nouvelle couche protocolaire qui rend possible de nouveaux services qu'on n'imaginait pas encore et qui commencent à peine à être entrevus et qui vont eux-mêmes favoriser la diffusion de Bitcoin parce que ces services fonctionneront à partir du Bitcoin. Est-ce que tu peux effectivement nous rappeler un petit peu le fonctionnement de Lightning Network que ce soit de l'utilisateur qui va payer son café à effectivement la couche protocolaire qui ne mine pas de Bitcoin et effectivement ces histoires de canaux. Est-ce qu'on peut refaire quelques minutes là-dessus? Oui, alors le fonctionnement, la mécanique interne du Lightning Network est épouvantablement complexe. C'est atroce. Quand on se penche dedans, il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Il y a notamment de la cryptographie d'un niveau incroyable. Il y a un dispositif technico-économique qui est incroyable. Mais pour l'utilisateur, c'est d'une facilité d'utilisation qui est désarçonnante. C'est vraiment très très simple à utiliser. C'est même plus simple qu'une transaction Bitcoin normale. Quand on a un wallet Lightning, on fait une transaction en 1 seconde, c'est instantané, c'est terminé, voilà, c'est fait. La mécanique derrière est vraiment complexe. Elle part de quelques intuitions qui avaient été posées très tôt par Nakamoto et par Alfinet. Alfinet, très clairement, en 2010, a écrit dans un post que Bitcoin ne pourrait pas passer à l'échelle. On ne pourrait pas faire passer toutes les transactions du monde dans Bitcoin, qu'il faudrait un niveau additionnel, une surcouche de paiement qui serait plus légère et plus efficace. On ne pourrait pas faire vérifier la moindre petite transaction pour acheter son café par l'ensemble des nœuds du réseau et faire travailler des mineurs pour une petite transaction de base. Et Nakamoto avait dit, par exemple, pour du trading de haute fréquence entre des parties qui se font confiance, on peut faire des millions de transactions en Bitcoin sans avoir besoin de toutes les publier. Il suffit simplement de publier et donc de faire vérifier, miner et enregistrer les seules transactions qui assurent le solde, la compensation finale de tous les échanges faits pendant une certaine période de temps entre des acteurs qui se font confiance. Et le qui se font confiance, c'est important, parce que l'enjeu, c'est comment appliquer cette idée un réseau mondial où les gens n'ont pas de raison de se faire confiance. Ils ne se connaissent pas, et il vaut mieux qu'ils puissent échanger de la valeur entre eux sans avoir besoin de se faire confiance. Trustless, qui est l'idéal de Bitcoin. Et c'est ça que réussit le protocole Lightning Network. Il réussit une mise en réseau de canaux de paiement bidirectionnels entre des acteurs qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance, qui permettent de faire transiter des satoshis immédiatement pour un coût ridicule, avec un niveau de sécurité élevé, un niveau de respect de la vie privée élevé, sans dépenses énergétiques additionnelles. C'est donc une prouesse assez incroyable. Et pourquoi on en est effectivement encore au stade où les gens ils y croient pas, où effectivement on le voit passer de temps en temps, oui, quelques bitcoins sur Lightning Network, mais sur Ethereum, il y en a tellement plus. Pourquoi il y a cette mauvaise popularité pour le Lightning Network alors qu'effectivement la promesse est belle et ça fonctionne? En fait, c'est parce que c'est très récent. C'est normal que ça prenne du temps. L'infrastructure n'est pas stabilisée, il y a encore des travaux en cours, il y a encore des freins, effectivement des sujets à résoudre, des petites contraintes, des risques. On parle beaucoup du risque de centralisation du réseau, c'est-à-dire si quelques nœuds intermédiaires deviennent importants et finissent par un peu accaparer l'intermédiation, en fait, le routage d'un maximum de transactions, est-ce que ça ne va pas leur donner un peu trop de pouvoir? Il y a des contraintes pratiques. Par exemple, pour recevoir une transaction, il faut être connecté, contrairement à Bitcoin on-chain. Mais ça, c'est en cours d'évolution. Il y a déjà des réponses qui sont apportées. Et on peut estimer que cette contrainte-là, par exemple, ne va pas perdurer. Ouais. Donc voilà, c'est une transition et c'est normal que ça ne soit pas une adoption universelle, instantanée, quoi. Et tu penses effectivement que ça va le devenir au fur et à mesure des cas d'utilisation et qu'on résoudra ces problèmes-là? Ça semble bien parti, on ne peut pas en être certain, mais en tout cas, ce qu'on voit depuis 6 mois, depuis le début de l'année 2021, c'est qu'il y a une accélération foudroyante
des progrès, des projets, des solutions, des entreprises et de la capacité de ce réseau. Ça va très vite. Et là, ça veut dire qu'effectivement, on donne, comme on disait tout à l'heure, pour revenir sur la thématique de démocratisation du Bitcoin, un nouvel usage à Bitcoin qui n'était pas celui du layer 1 finalement de la blockchain. Voilà, alors déjà on peut faire des micro-paiements, donc rémunérer en flux quasiment continu pour des petits montants certains services ou certaines consommations, par exemple des fluides ou de l'information. Donc il y a déjà des POC qui se mettent en place pour rémunérer des producteurs de contenu sur Internet, podcasts ou autres. Donc ça, c'est des micro-paiements. Et puis il y a quelque chose d'encore plus récent et d'assez vertigineux qui consiste à faire circuler de l'information sur le réseau Lightning et non plus seulement de la valeur. Donc là, on change carrément de dimension. On se retrouve avec une nouvelle couche protocolaire sur laquelle on va pouvoir construire des nouveaux services et même peut-être encore de nouvelles couches protocolaires en tirant parti de certaines fonctionnalités du réseau Lightning qu'on n'avait pas forcément imaginées dès le début. Et là encore, l'inventivité sera sans doute sans limite si le réseau continue à se développer. Et on a vu effectivement John Chen passer un coup de fil grâce au Lightning Network et c'était assez amusant de le voir. Voilà, il a utilisé Impervious, qui est justement un de ses projets récents qui font parler d'eux, qui ont une promesse extrêmement ambitieuse. Mais là, c'est très tôt, évidemment, on ne peut pas être certain que ça va se développer. Parce qu'il y a aussi du buzz, de la hype, de la mode, des promesses, du marketing, et comme dans d'autres secteurs de l'écosystème crypto-blockchain, il y a aussi peut-être un peu d'esbrouf parfois. Il y a peut-être des projets qui vont trop promettre, qui vont s'effondrer assez vite, donc on verra bien, quoi. Mais ça fera que la technologie sera toujours là, il n'y aura aucun problème pour la base de la technologie, effectivement. La technologie est là, effectivement, les intuitions fondatrices étaient bonnes, elles ont été mises en œuvre de manière très professionnelle par des entreprises, ce qui est une nouveauté d'ailleurs par rapport au développement de Bitcoin. Ces entreprises, pour autant, n'ont pas de pouvoir sur le protocole qui reste open source, mais on a donc quand même une professionnalisation de la mise en œuvre de ce protocole. Et donc, c'est du solide. Il y a des gens qui font des choses très intéressantes. Et ça, effectivement, c'est peut-être une nouvelle source, et on le disait tout à l'heure, un des gourous, en tout cas des grands personnages de la crypto, Antonopoulos, va écrire un livre va sortir un livre sur le Lightning Network. Ça pourrait là aussi redonner un petit coup de projecteur et faire que l'accélération continue pour cette technologie et donc, comme on le disait, d'avoir un autre usage de Bitcoin pour payer des choses un peu plus souvent que cette transaction par seconde. Donc ça serait une bonne nouvelle aussi. Oui, sans doute. Alors, son bouquin est déjà largement consultable et presque terminé sur Internet. Il doit sortir dans quelques mois et effectivement, il est extrêmement riche. Il est coécrit avec Rosebeef, développeur chez Blockstream, et René Picard. Et l'autre étape qui a accéléré l'adoption, c'est, je pense, en partie le Salvador. C'était quelque chose qui était peut-être pas attendu par l'écosystème. Ça a fait grand bruit quand ça a été annoncé. Ça a fait grand bruit quand ensuite la loi est passée. Est-ce que ce genre de choses a permis à Bitcoin de prendre une autre dimension parce que derrière les médias l'ont traité. Il y a maintenant un État qui l'accepte en monnaie légale. Comment tu as regardé ça? Comment tu l'as interprété ce changement-là il y a quelques mois? Moi j'ai vu l'annonce de Jack Mallers en direct sur Internet. Il l'a faite à Miami, enfin avec le président du Salvador qui était enregistré. Et j'en ai presque pleuré, quoi, tellement j'étais surpris, sidéré, impressionné par cette annonce. Il faut dire que sa conférence était quand même assez émotive, quoi. Il était lui-même en larmes, en fait. Je pense qu'il était conscient du moment historique qui était en train de se passer. Parce que pendant des années, la Terre entière s'est moquée de Bitcoin en disant « Mais votre truc, c'est gentil, mais aucun État ne lui donne cours légal. Donc circulez, il n'y a rien à voir. » Et là, du jour au lendemain, la donne change totalement. Ouais. On a un État qui a donné cours légal au Bitcoin. Alors évidemment, ce n'est pas les États-Unis ou le Japon, c'est un petit État dont personne ne sait où il est. Mais évidemment, ça va pas être un grand État qui va faire ça en premier. C'est normal que ça soit d'abord un petit État un peu audacieux, qui a moins à perdre, etc. Alors il y a beaucoup de débats parmi les Bitcoiners. Bon, moi je pense que c'est clairement favorable à Bitcoin, ça a donné un énorme coup de pub, ça va être un test en grandeur nature dans un pays pour utiliser le Lightning Network dans toute la population. Il y aura sans doute des bugs, peut-être même des catastrophes, c'est tout à fait possible, mais quand même c'est intéressant. Il y a un débat aussi un peu idéologique parmi les Bitcoiners, libertariens, qui disent « Oui, mais nous, ça fait des années qu'on se bat contre le cours légal.
et notamment l'école autrichienne, estime que le cours légal, c'est pas du tout une bonne idée. C'est un monopole imposé par la puissance publique sur quelque chose, la monnaie, qui ne devrait pas faire l'objet d'un monopole. Et d'ailleurs, en économie, en général, on est d'accord pour dire que les monopoles, c'est pas une bonne chose. Alors pourquoi mettre un monopole sur la monnaie ? Parce que qu'est-ce que c'est que cours légal exactement ? Le cours légal, il y a plusieurs versions, plusieurs définitions. Mais une des définitions les plus consensuelles, c'est de dire qu'en gros, on n'a pas le droit de refuser le paiement d'une dette dans la monnaie qui a été décidée par l'État. Ça veut dire qu'un commerçant n'a pas le droit de refuser d'être payé dans une certaine monnaie. C'est une définition un peu générale. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans la loi du Salvador. Avec un petit bémol, hein, mais ça revient à peu près à ça. Ça veut dire que si deux personnes se mettent d'accord pour utiliser une autre monnaie que celle que l'État décide, ça va, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en revanche, si l'une des deux n'est pas d'accord et que c'est elle qui reçoit le paiement, elle peut dire qu'elle n'accepte la transaction que si elle est payée dans la monnaie décidée par l'État. Et donc, les bitcoiners disent « Mais non, justement, nous, on est contre le cours légal. Et donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour la réputation de Bitcoin que de lui faire bénéficier du cours légal, c'est-à-dire de contraindre certaines personnes à utiliser le Bitcoin, parce que ça va revenir un peu à ça. » Alors, avec le bémol que j'introduisais tout à l'heure, c'est qu'il y a dans la loi du Salvador également quand même une disposition pour dire que pour les gens vraiment très peu équipés en matériel ou vraiment très vulnérables et tout, eux, ils ne seront pas obligés d'utiliser Bitcoin s'ils ne peuvent pas, quoi. Mais l'État a dit quand même qu'il allait faire des efforts pour équiper les gens, pour les aider, pour les informer, etc. Alors, c'est vrai que d'un point de vue doctrinal, je pense que cette objection est correcte, en fait. De ce point de vue-là, c'est pas une bonne chose que Bitcoin bénéficie du cours légal. Il faudrait mieux lever le cours légal, comme le proposait Hayek au milieu des années 70, et dire, bon, si les États veulent avoir une monnaie, très bien, mais qu'elle ne fasse pas l'objet d'un monopole, d'un privilège, puisque les monopoles, à l'origine, sont des privilèges accordés par la puissance royale à un commerçant. Et donc, il faudrait mieux lever le monopole. Et ensuite laisser une vraie concurrence entre les monnaies. Et c'est pas ce qui se passe au Salvador. Mais malgré tout, je pense que politiquement, c'est quand même favorable au Bitcoin. Si tous les États du monde se mettaient à décréter un monopole légal, un cours légal du Bitcoin, effectivement, ce serait un petit peu bizarre, mais on en est très 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 loin. Là, si c'est juste 1, 2, 3, 4 États qui le font, c'est vraiment pas un problème. C'est la même inquiétude que lorsque les entreprises ou les instituts ont commencé à acheter du Bitcoin. On avait aussi l'inquiétude de recentraliser la détention de Bitcoin. C'est vrai, ça, absolument. Et d'un point de vue culturel, beaucoup de Bitcoiners se voient un peu comme des rebelles, des anarchistes. Et quand ils voient Wall Street, des milliardaires, des banques, des entreprises classiques s'intéresser à Bitcoin, en acquérir de grandes quantités, et donc acquérir une sorte d'influence sur le système, effectivement, ils sont inquiets. Mais, alors, ça c'est tout à fait compréhensible, hein. Je pense que c'est un raisonnement qui est juste. En même temps, on peut avoir un raisonnement inverse en se disant, plus il va y avoir des acteurs institutionnels qui auront du Bitcoin, qui auront skin in the game, et plus, en fait, grâce au fonctionnement du capitalisme de connivence extrêmement pervers dans lequel nous vivons, plus il sera difficile pour les politiciens, pour les États, en fait, de leur porter préjudice, de nuire à ces acteurs traditionnels en s'attaquant à Bitcoin. Et donc, Bitcoin bénéficiera d'une protection additionnelle grâce à ça. Et puis, il faut aussi dissocier la détention du fait que c'est pas comme une action où on va pouvoir influencer sur le réseau non plus, quoi. Exactement. Ils n'auront pas d'influence sur le réseau, le protocole, le minage. Ils peuvent en avoir sur le cours, en devenant des whales, en fait, devenant des baleines. Mais uniquement sur effectivement la pression vendeuse ou acheteuse quand ils arrivent, mais pas effectivement sur le changement du protocole, en tout cas pas avec les bitcoins qu'ils auront en leur possession, quoi. Il y a peut-être un autre biais où ça peut être préjudiciable, c'est supposons que l'État impose des normes draconiennes, un peu comme ce qui est en train de se faire aux États-Unis avec l'infrastructure bill, pour ajouter des contraintes sur les transactions Bitcoin ou le type de Bitcoin qu'on a le droit de s'échanger. Et supposons que ces grands acteurs institutionnels en fait se plient plus facilement à ces règles. On risque de voir circuler des bitcoins adoubés par le système, la puissance publique et ses acteurs, et des bitcoins un peu clandestins. Ça, c'est quand même un petit risque. Mais
pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin, j'ai l'impression. Un peu à la manière de ce qu'on fait déjà sur des bitcoins qui sont issus de hacks qu'on va plus recevoir sur les plateformes ou ce genre de choses où effectivement on peut noter ces bitcoins-là. Exactement. Ouais, des tented, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Des tented coins. C'est ça. Ouais. Mais effectivement, ça serait. C'est vrai que les gens ont du mal à comprendre qu'on peut noter des bitcoins ou on peut les retracer parce que là aussi il y a le flou entre c'est traçable alors que c'est pseudonyme, anonyme et tout. Il y a tout. Voilà. En fait, ils sont un peu observables, labellisables pratiquement, mais il y a quand même des outils qui se développent. Évidemment, il y a le mixage. Et puis, il y a le Lightning Network. Le Lightning Network, d'une certaine manière, peut être utilisé pour mixer des bitcoins. Parce que le bitcoin qu'on envoie à quelqu'un en passant par plein d'intermédiaires, finalement, celui qui reçoit, c'est pas vraiment celui qui a été envoyé. Ouais. Il y a une sorte de brouillage par le réseau. Et il y a aussi, et c'était le sujet du podcast il y a quelques semaines, avec Julien Guiton, les mises à jour qui... Alors, c'est peut-être pas les mises à jour qui vont apporter le plus de public, contrairement à l'EIP 1559 sur Ethereum, qui là, potentiellement, est assez facile à comprendre sur le fait de brûler des Ethers, mais Taproot et RGB sont des choses importantes pour la vie privée sur Bitcoin. Oui, Taproot parce qu'il permet de ne plus détecter les transactions on-chain créant des canaux avec des adresses multisig. Et donc ça, c'est sans doute une avancée pour la discrétion. C'est-à-dire que quand on crée un canal sur Lightning, on n'est plus repérable sur la blockchain grâce à ça. Mais Taproot, il va falloir qu'il soit activé. Je crois que c'est à partir de cet automne. Et ça va être fait progressivement, peut-être très progressivement. Hein. Bon, mais en tout cas, c'est une avancée. Alors RGB, bon, ça c'est quand même très embryonnaire. D'après ce que je comprends, c'est des smart contracts sur Bitcoin fonctionnant en partie off-chain et un peu sur le modèle du Lightning Network et reposant en partie sur le réseau Lightning. Alors ça, je ne sais pas très bien ce que ça va jouer comme rôle pour la confidentialité. Mais bon, en tout cas, ça a l'air très intéressant, RGB, ça c'est clair. Ouais, et puis il y a effectivement le côté smart contract et donc DeFi sur Bitcoin, et puis avec toute la puissance de Bitcoin. Là, il y a une vraie promesse, faire enfin la DeFi sur Bitcoin et les smart contracts et tout ce qu'a promis Ethereum et tous les autres sur Bitcoin. Exactement. Donc, est-ce que ça va se faire ? Je ne sais pas, mais c'est une belle ambition. Et puis après, effectivement, ils pourront choisir les layers sur lesquels installer RGB, comme on le disait avec Julien Guiton. Et là, effectivement, ce serait logique que ça soit sur le layer de Lightning, parce que sinon, ça ne sera pas Oui, ce sera scalable. Le plus efficace. Oui, tout à fait. Ouais. Et autre chose qui pourrait, là aussi, amener du public ou pas, et c'est d'ailleurs, là aussi, je mettrai en description une table ronde entière sur Surfing Bitcoin 2021, les CBDC. Est-ce que les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, pourraient attirer de nouveaux utilisateurs à Bitcoin, pourraient faire de la pub à Bitcoin sur deux raisons. La première, parce que ça va attirer du flux supplémentaire s'il y a des paires CBDC, euros numériques, Bitcoin par exemple. Et deuxièmement, parce que peut-être que les gens prendront conscience de la dangerosité ou en tout cas de la nocivité potentielle d'une CBDC dans le monde. Oui, ça fait deux bonnes raisons. La première, j'ai pas tellement d'opinion dessus, hein, j'avoue, je sais pas. La deuxième, effectivement, ça j'y crois beaucoup. Je pense que les CBDC vont servir d'épouvantail et vont faire comprendre au grand public que les États se préparent à mettre en place des outils qui vont accroître le contrôle sur la vie privée, sur la finance personnelle des gens, sur l'économie en général, à travers ces monnaies numériques de banque centrale. Et quand les gens vont comprendre ça, et qu'ils vont comprendre qu'à côté, il y a quelque chose qui s'appelle Bitcoin, qui leur permet de mieux préserver leur épargne, d'éviter de la voir fondre grâce à l'inflation monétaire qui continuera sur les CBDC, et d'éviter de voir leurs transactions observées, scrutées dans les moindres détails par la puissance publique, ils ne vont pas hésiter très longtemps, ils vont bien comprendre la différence et ils vont penser, à juste titre, que Bitcoin est beaucoup plus intéressant. Donc, paradoxalement, les CBDC qui prétendent faire mieux que Bitcoin, en étant mieux gérés, de manière plus légitime, plus honnête, plus vertueuse, favorable à l'intérêt général, etc., paradoxalement, il est probable qu'elles fassent de la pub pour Bitcoin. Ouais, tu penses, parce que finalement, Bitcoin à la base aussi, c'était déjà... sortir de ce système que déjà de la monnaie scripturale qui est déjà un petit peu et même le Web3 dont on entend de plus en plus parler, reprendre le contrôle sur ces données, l'internet de la valeur, mais les gens assez facilement se cachent derrière moi j'ai rien à cacher, moi c'est pas grave si est-ce que tu penses qu'il va quand même y avoir une vraie prise de conscience à ce moment-là ou est-ce qu'on va quand même retomber sur les travers de j'ai rien à cacher?
Non, le j'ai rien à cacher, je pense qu'il va disparaître assez vite parce que prenons un exemple concret. Quand il y aura les monnaies numériques de banque centrale, très vite, les États vont éliminer le cash. Ils vont dire, regardez, nous, on a créé du cash digital, c'est super, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, vous-même, les consommateurs, vous adoptez de manière unanime le paiement sans contact. Le cash, ça bénéficie aux trafiquants. Allez, on élimine le cash. Ça ne va pas se faire instantanément, ça va se faire très progressivement. Et c'est déjà en cours. Depuis des décennies, le cash est de plus en plus réduit. Une fois que le cash aura disparu, la puissance publique, les États pourront piloter la manière dont nous consommons en général et la manière dont nous dépensons notre argent. Et donc prenons un exemple concret. Si les États se mettent d'accord pour dire que manger de la viande, c'est vraiment très très mal. C'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour la nature, pour l'écologie, pour la planète, pour tout. Et donc on ne va pas interdire la consommation de viande, mais on va pénaliser de manière drastique les gens qui mangent de la viande. Donc il y a déjà toute forme d'outils qui existent, de taxation, de réglementation et tout, mais avec les CBDC, on va avoir un outil beaucoup plus facile à mettre en œuvre, plus radical, plus instantané, plus efficace et plus dissuasif. On va pouvoir dire, si vous dépensez votre argent pour acheter de la viande, vous allez perdre telle proportion d'argent sur votre compte immédiatement. Ou alors si vous achetez à tel producteur de viande plutôt qu'à tel autre qui n'aura pas été labellisé vertueux, vous allez perdre de l'argent. Ou au contraire, si vous n'achetez pas telle proportion de légumes parce que c'est bon pour vous chaque jour, vous allez perdre X dollars ou X euros automatiquement parce que moi, Banque Centrale, je l'aurais programmé sur mon ordinateur. Donc c'est ça, on est en train de créer un outil qui, dans les mains d'un pouvoir un peu coercitif, peut devenir totalitaire. Et j'ai pas l'impression qu'on soit bien conscient de ça. Évidemment, si le pouvoir est vertueux, rien à craindre. Mais toute l'histoire humaine prouve qu'un instrument très efficace aux mains d'un pouvoir politique finit toujours par être utilisé de manière liberticide. Et donc, essayons d'analyser un peu les monnaies numériques de banque centrale avec ce prisme en tête. Mais pourtant, effectivement, il y a la course à avoir ces monnaies numériques de banque centrale. On se fiche de l'Europe en disant 2025, ça sera trop tard. Ayons-le aujourd'hui, alors que peut-être que 2025, ça sera peut-être toutes les même plus banques tard, centrales, après avoir critiqué de manière incessante les crypto-monnaies, maintenant, chaque banque centrale veut sa propre crypto-monnaie. Ça, c'est déjà sympathique à observer. Et puis, effectivement, elles veulent ça parce que ça leur donne un pouvoir de contrôle croissant, notamment pour mettre en œuvre les politiques monétaires expansionnistes qui sont fondées sur l'idéologie keynésienne de la relance par la consommation. Quand l'activité ne fonctionne pas très bien, il faut inonder le marché, l'hélicoptère monnaie, pour inciter les gens à consommer. Et là, ça va les aider à faire ça. Et d'ailleurs, si les gens ne veulent pas consommer, on pourra les contraindre à consommer avec les outils que je décris. Donc, les banques centrales, c'est naturel qu'elles aient envie d'avoir ces outils. Cela dit, elles sont aussi conscientes que ça pose des problèmes, parce qu'en fait, ça pulvérise complètement le modèle bancaire traditionnel et les liens habituels entre les banques commerciales et les banques centrales, et le mode d'émission de la monnaie habituel. Donc, il y a énormément de débats très techniques, il y a plusieurs types de CBDC qui sont envisagés, retail ou wholesale, c'est-à-dire utilisable par tout le monde ou seulement par certains acteurs financiers. Et donc en fait, les modalités ne sont pas encore complètement tranchées. Il y a encore beaucoup de débats, mais c'est vrai que ça accélère quand même pas mal ce sujet en ce moment. Et là aussi, mais du coup, bonne pub pour Bitcoin, parce que si on ouvrir un wallet Bitcoin aujourd'hui, ça coûte rien et c'est rapide. Avoir un wallet sur la CBDC, ça voudrait dire quoi? Avoir un compte ouvert à la Banque centrale? Parce que tu sais, beaucoup de gens s'interrogent. Est-ce que ça veut dire que j'aurai mon compte à la Banque centrale et donc les banques privées ne serviraient qu'à faire du crédit? Ou est-ce que en fait, ça sera l'intermédiaire quand même? C'est quoi Voilà, c'est ça les questions qui se posent. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive, c'est pas tranché. D'accord. Mais si on parlait d'une CBDC retail, effectivement, ce serait ça le modèle. Les individus, les particuliers auraient un compte à la Banque centrale avec un wallet. Ce qui est quelque chose de très très nouveau, effectivement. Et donc on va voir comment ça évolue. Et là, ça serait forcément un coup de projecteur intéressant. Et après, effectivement, c'était l'autre partie de la question et dont on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est s'il y a interopérabilité aujourd'hui avec ces CBDC et des paires Bitcoin, comme c'est le cas aujourd'hui avec des stablecoins USDT, BTC,
là, c'est la porte ouverte encore à beaucoup plus de choses. Oui, voilà, donc ça, c'était la première piste que tu suggérais, et sur laquelle moi, j'ai pas tellement d'opinion, mais est-ce que les banques centrales et les États vont laisser faire des conversions MBDC Bitcoin? Je sais pas très bien. Est-ce que les MBDC vont circuler sur toutes les plateformes d'échange? Est-ce que les États vont pas imposer qu'elles ne soient échangeables que sur certaines plateformes qui appliqueront des normes draconiennes sur Bitcoin ou les autres cryptos? Voilà, tout ça sont des questions qui commencent à poindre et je sais pas s'il y a des réponses à ce stade. Mais c'est amusant quand même parce que, pour conclure, effectivement, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça s'est accéléré en tout cas dans l'année. C'est 12 mois qui viennent de s'écouler. C'est vrai. Et c'est assez dingue sur la puissance que c'est. Et puis, le dernier point, et tu l'as évoqué à 2-3 reprises, et c'est peut-être la meilleure pub pour Bitcoin, c'est l'impression monétaire, c'est l'inflation. Oui, et effectivement, là, c'est vraiment la fête du slip en ce moment en matière d'inflation monétaire, puisque la première étape avait été la crise de 2007-2008, où là, on avait donc déjà explosé tous les compteurs, et la crise du Covid a fourni une nouvelle occasion pour les banques centrales de créer de la monnaie sans limite, et là, on a pulvérisé tous les records de l'histoire de l'humanité, en temps de paix. Alors, effectivement, nous sommes en guerre, hein, on l'a beaucoup dit, mais c'est pas une guerre militaire. Et donc là, ça bénéficie à Bitcoin, nécessairement, et aux crypto-monnaies en général, mais surtout aux crypto-monnaies dont l'émission est strictement limitée, soit avec un cap, soit avec un régime désinflationniste, soit les deux, comme Bitcoin. Ouais. Et c'est amusant parce que là aussi, du coup, il y a cette prise de conscience que les gens ont grâce à Bitcoin et grâce à la philosophie de Bitcoin, alors que en France, on n'est pas forcément très éduqué sur les sujets économiques. Pourtant, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens prennent conscience de ces détails-là, de la création monétaire et de la création finie sur Bitcoin. Oui, les gens prennent conscience de ça progressivement, c'est très sain. C'est très regrettable que ça ne soit pas mieux enseigné à l'école et que les médias et les hommes politiques ne soient pas eux-mêmes mieux informés sur ces sujets. Et d'ailleurs, les banquiers eux-mêmes, parfois, quand on discute avec eux, sont incapables d'expliquer comment fonctionne la monnaie. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'ils ne comprennent rien à Bitcoin. Et en revanche, la population, elle, commence à mieux comprendre que ses dirigeants et que ses élites, ces sujets. Parce qu'elle est vraiment concernée, elle est de plus en plus inquiète. Et donc ça, c'est sans doute une bonne chose. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Yorick, pour tout ce panorama. Merci à toi.